C'est ici qu'environ 87 Béninois ont été victimes de brûlures avec à la clé plus d'une quinzaine de morts. Nous sommes à Avama, dans la commune de Toribosito, sur le site d'enfouissement des déchets de la Société africaine de manutention et assainissement Amassarl, une société spécialisée dans les opérations de destruction de déchets. Les déchets que nous enfouissons ou nous détruisons sur le site viennent parfois du port, en grande partie du port, parfois des chambres froides dans la ville de Cotonou, des magasins et parfois c'est des produits saisis par le ministère du Commerce, parfois c'est des CD piratés que le Bibédra nous demande de détruire. Et c'est comme ça nous avons et chaque déchet a sa spécificité de destruction. Il y a eu d'autres que nous enfouissons, il y a d'autres que nous incinérons, il y a d'autres que nous broyons, il y a d'autres que... il y a différentes techniques. Selon les témoignages, la société Amassarl aurait cette fois-ci changé son mode opératoire. Hier, ils ont changé le mode opératoire. Avant, ils déversaient tout à l'intérieur, ils mettaient de l'essence là-dessus, ils brûlaient. Mais il s'est fait que hier, ils ont changé leur mode, aussi bien qu'ils mettaient un peu dedans et ils mettaient de l'essence dessus, ils rechargeaient encore. Donc, ce qui a fait qu'à la fin, ils ont mis de l'essence dessus. Après que la première couche est brûlée, la population étant ignorante ne savait pas que qu'il y avait encore des produits qui pouvaient s'enflammer en bas. Donc, ils sont descendus dans le trou. Ils étaient en train d'enlever les sacs quand subitement, il y a eu une explosion. Donc, c'est l'explosion qui a fait que ceux qui étaient déjà dans le trou, ils ont été tous calcinés. Il y a certains qui ont été gravement blessés. Quand les marchandises arrivent, tout le monde y accourt. Mais il faut être fort pour supporter les coups de poing. Hier, j'étais là, non loin des herbes. À peine les hommes en tenue se sont retirés que les gens ont bondi dans la fosse pour soulever la farine. Au fur et à mesure, les flammes prenaient de l'ampleur. Ceux qui étaient dans la fosse avant l'incident dépassaient 100. Aussitôt, tout le monde a commencé par crier. C'était déjà tard. Des femmes enceintes, des gens se mettaient nus. Ceux qui avaient des motos les convoyaient vers Tori qui refusaient et on les envoyait vers Ouida et Cotonou. C'était dur. Il y a une maison à côté de moi où la mère et l'enfant sont déjà morts. Il ne reste que le père qui est grièvement blessé aussi. Personne ne sait s'il va survivre. Mais en réalité, il n'en était pas question. Le cas échéant, l'incinération concernait plutôt des produits pharmaceutiques et de la farine de blé. Et c'est justement cette dernière qui a attiré la convoitise des populations des villages environnants. Ça devait périmer en août. Et le chef dépôt douane, le capitaine Sidikou, a décidé qu'on doit aller les détruire. C'est comme ça qu'il a fait appel à la police sanitaire, qui m'a fait appel, qui m'a alerté. Et puis, nous avons transporté sous escorte douanière les produits jusqu'au site qui se situe à 38 km de Cotonou. Donc, l'agglomération la plus proche est à 4 km et demi. L'agglomération la plus proche de notre site. Parce que pour ces genres d'instructions, il est recommandé que l'agglomération la plus proche soit au minimum à 2 km. Chez nous, nous sommes à 4 km et demi. J'imagine vous êtes allé, vous avez vu la distance qu'il y a par rapport à l'agglomération là où vous avez tourné. Vous voyez, c'est en pleine forêt. Voilà. Et le site, c'est un site privé. Nous avons acquis le site, on a les documents. On a aménagé des trous d'incinération. Faute d'incinérateur. Un incinérateur, ce n'est pas moins de 100 millions. Un incinérateur électrique. Il faut voir aussi que nous avons problème de courant. Pour mener l'opération, les responsables disent associer souvent plusieurs structures en vue de sécuriser le site.
Avant, quand nous avons le marché, nous appelons, nous écrivons, nous adressons une correspondance à la police, au commissariat de Tori, une correspondance dite demande d'assistance sécuritaire à la gendarmerie, donc à la police et à la gendarmerie. Nous adressons une correspondance au CA. Le CA a un groupe de sécurité qui sont ses yeux dans l'arrondissement. C'est des jeunes valides à qui nous faisons appel, contre bien sûr rémunération. Et ils montent la garde. À chaque opération, ils ont leur quota qu'ils prennent. Ils sont au nombre de 20, renforcés par les policiers et les gendarmes. Il est arrivé, on a fait déjà une destruction de plus de 3000 sacs là, de farine de blé, il ne s'est rien passé. Donc, cette fois-ci, vraiment, je compatis vraiment aux douleurs des familles éplorées, mais il se pose un problème d'incivisme. Les sécurités du CA, les sécurités de l'arrondissement, je leur ai acheté des chasubles orange et des casques de protection, peut-être contre des jets de pierre. Ils ont leur matraque en main et ils sont tenus à un rayon de 30 à 50 mètres du site. Ils ont deux rôles. Leur premier rôle, c'est de garder les gens en retrait. Comme ils sont du milieu, ils sont là pour sensibiliser leurs frères sur la dangerosité de ce qui risque des maladies qu'ils risquent de contracter en ramassant ces produits périmés, avariés. Et ils leur parlent dans leur langue. Pour leur dire, ne vous approchez pas, c'est pas bien. C'est leur deuxième rôle, ça. La police et la gendarmerie est à un rayon de 10 à 20 mètres de nous. Tout juste pour protéger d'abord les officiels et aussi en cas de demande de débordement des civils pour qu'ils aillent chasser les gens. Et ils l'ont toujours fait jusque-là. La zone n'est pas du tout clôturée, il n'y a pas de clôture, donc tout est comme ça. Et les agents de sécurité qui suivent les choses, ils ne sont pas aussi nombreux, même s'ils viennent avec la masse de la population qu'il y a ici, ils n'arrivent même plus à rien contrôler. Parce que si vous voulez vous imposer face à la masse qui vient, vous serez obligé de perdre votre vie. Donc ce qui fait que la sécurité aussi, à des moments donnés, n'arrive même plus à gérer. Donc ils sont obligés de laisser souvent. Donc il faut aussi situer les responsables. Les populations aussi ont aussi leur part de responsabilité parce que vous voyez que la zone est un peu éloignée. Pour voir un village ici, maintenant, il faut marcher au moins 5-6 km avant de trouver qu'on appelle un village. Parce que nous sommes au beau milieu. Il y a Abomey-Calavi ici, il y a Tori Bosito ici, il y a Glodjigbe de l'autre côté. Donc, on est au beau milieu, dans une grande forêt. Donc, et c'est la raison pour laquelle ils ont choisi ce site. Et pourtant, des gens viennent. Donc, c'est à l'autorité communale de prendre ses responsabilités. Il y avait les services de sécurité, mais on ne peut pas attendre que tous les feux soient éteints avant. Donc quand ils allaient, le camion allait, on avait des huissiers, il y avait des policiers. Mais avant, on a un nombre limité de policiers. Bon, une demi-douzaine vont aller, vont attendre qu'on mette le feu. Et dès que c'est des cendres, tout le monde fait d'eau. Et c'est après ça que la population se sont ruées dans l'espoir de pouvoir récupérer les sacs qui n'étaient pas encore brûlés. Or qu'il y avait des cendres incandescentes en bas et qui ont causé ces dégâts que vous constatez. Selon le responsable de Amassarl, il est difficile de dire ce qui s'est véritablement passé, car dans ce genre d'opération, les mêmes précautions ont été prises les années antérieures. On a déchiré les emballages, un à un, on déverse le contenu dans le trou. Au cas, on met un mélange d'essence et de pétrole. Parce que l'essence, ça brûle et puis voilà, et ça passe. Donc on met aussi du pétrole dans l'essence pour que la combustion soit complète. Au quart du chargement, à la moitié du chargement, aux trois quarts du chargement et à la fin. Pour ce qui est de la dernière fois, ils ont fini. Le feu a brûlé en surface complètement. Pendant ce temps, la police était sur place, la gendarmerie, tout le monde était sur place. Il y a certains des officiels, mes agents et d'autres, qui étaient encore là. J'ai démarré ma voiture, j'ai dit, il y avait le douanier, bon, et quelqu'un d'autre, non, je ne sais pas, qui devait aller signer leur ordre de mission.
quand j'ai démarré en même temps, j'ai repris. Vous savez que le site, c'est un cul-de-sac. Ce n'est pas une voie qui passe. C'est un cul-de-sac. Il n'y a pas de voie qui traverse. C'est que tu vas là. Pour retourner, il faut faire demi-tour. J'ai démarré. Quand ils ont entendu, ils étaient cachés dans les buissons. Quand j'ai démarré en même temps, mais moi j'ai vu, quand j'ai démarré, j'ai tourné comme ça pour prendre la route, pour amener les gens au commissariat de Tori. Je n'étais plus là, mais selon ceux qui étaient là, c'est qu'il y a eu une ruée. Ceux qui étaient cachés, des femmes, même des femmes enceintes, je ne sais pas s'ils sont montés, ceux qui sont venus, des hommes, des femmes, des enfants, il y a eu une ruée totale. Et le système de sécurité, les gens étaient débordés. Moi, j'étais déjà à Tori, au commissariat, quand on était devant le commissaire en train de parler, quand le commissaire reçoit un coup de fil d'un de ses agents là-bas pour dire qu'ils sont débordés, d'envoyer renfort. Une bagarre féroce pour se procurer cette manne pourrie afin de se nourrir et de réintégrer le reste dans le circuit commercial s'installe. Toute raison gardée, certains y voient un acte d'incivisme de la part des populations. C'est un camion de farine de blé qui est arrivé dans notre zone. Ils avaient l'habitude. Ils y amènent de la viande et tout pour consommer. Ils nous renvoient, mais juste après le départ, nous les ramassons et les consommons. Mais celui d'hier, tout le monde s'y est rendu. Mais moi, j'y étais pas. J'étais en ville sans savoir qu'il y avait un tel arrivage. À mon arrivée, j'ai fait le triste constat que le feu a tout brûlé. À Gléroué, les victimes ont été refusées. C'est ce qui nous a conduits ici à Ménontin. On a ouï dire que quand les produits sont déversés dans les trous, les populations envahissent les lieux pour faire une sorte de pillage. Voilà. Malgré les produits nocifs qui sont déversés sur ces produits-là pour une destruction totale. Donc, les populations se sont montrées un peu indélicates. Sinon, c'est de l'incivisme. Elles ont été déjà sensibilisées à plusieurs reprises sur les méfaits de ces produits-là. On leur a dit qu'elles se toxiquent, ces populations, bien entendu, qu'elles sont en train de s'intoxiquer, que c'est des produits avariés qui ne leur feront pas du bien. Donc, mais hier, ça a été un drame. Elles se sont jetées sur des sacs de blé aspergés d'essence qui a brûlé beaucoup d'entre eux. On aura beau tout dire, si les gens ont faim et ils ont possibilité de gagner facilement la vie et vous ne les protégez pas contre des trucs, vous les laissez, mais ils seront la tentation qui est interdite. Vous savez que ce qui est interdit, ça séduit. Ce qui est interdit, ça séduit. Donc c'est la recherche du gain facile. Il y a aussi la pauvreté qui sont les principaux motifs de ce drame. Ceci n'est que la face visible de l'iceberg. Lorsque les produits sont enfouis, des personnes viennent plus tard les sortir de terre pour les mettre dans le circuit commercial. C'est ce qui d'ailleurs a justifié cette ruée des populations pour le pillage des marchandises sans savoir qu'elles allaient à un rendez-vous avec la mort. Dans cette sale besogne, plusieurs ont pu même se construire des maisons. Ça fait longtemps que ça dure. Moi, je suis venu à Tori il y a 5 voire 6 ans. Et les marchandises n'ont jamais cessé de venir ici. Au moins une fois par mois. Et quand ça arrive, c'est toute une bataille. Il arrive que des gens sortent des fusils. Si tu n'es pas fort, il vaut mieux fuir. Une seule personne peut prendre le trou en otage, fusil en main. Même les hommes en tenue ne résistent pas à leur furie. Il y a ici à Tori des gens qui, dans ce commerce de poissons pourris, viande, lait et autres, ont construit, acheté une moto, voire même une parcelle. Dans le village d'Avamé, on pleure les morts. Le grand féticheur, lors de la cérémonie d'enterrement de l'épouse d'un dignitaire, a profité
pour conjurer le mauvais sort. 10 ans après le drame survenu à Porga, le feu a encore frappé. Face à l'ampleur du drame, aucun hôpital dans l'Atlantique ne disposait d'un plateau technique conséquent pour faire face au nombre impressionnant de victimes à convoyer. Même à Cotonou, la plus grande ville du Bénin, on a dû procéder à une répartition. 7 environ ont été gardés à Ouida, les cas les moins graves, et les cas les plus graves ont été référés sur Cotonou. Au CNHU ici, nous avons les cas qui sont particulièrement graves. Et il faut dire que certains hôpitaux comme Ménotin, Surulere et Calavi ont aussi reçu des malades. Donc nous sommes arrivés ici pour suivre la prise en charge. Comme vous le constatez, nous sommes entourés par les responsables du service de réanimation. Vous avez à ma gauche le professeur Chobli et de l'autre côté ses collaborateurs. Donc nous sommes venus pour que tous les médicaments nécessaires soient mis à la disposition des services de réanimation. Ce qui a été fait, nous avons saisi la CAME qui nous a fourni tous les médicaments qui ont été prescrits par les réanimateurs. Je crois que les choses se passent normalement. Et nous pouvons dire que jusque-là, heureusement, nous n'avons pas enregistré de mort, mais il y a quand même des cas qui sont extrêmement graves. Mais la prise en charge se fait normalement. Et les réanimateurs ont réagi avec une promptitude qui nous a vraiment réjouis, parce qu'ils sont tous là et ils s'investissent vraiment pour que nos compatriotes puissent recouvrer leur santé. C'est une situation de catastrophe. Et en cas de catastrophe, c'est l'État qui s'en charge. Donc tous les patients qui sont arrivés ici sont pris en charge gratuitement. Et nous les suivons dans tous les centres, au CNHU, à Ménotin, à Calavi et à Surulere. Partout où ils se trouvent, à Ouida aussi. Et tout est pris en charge par l'État. Donc le traitement est gratuit. Le SAMU a surtout un rôle de régulation. Donc le dispatching des malades, ça a été fait, comme monsieur le ministre l'a dit, au CNHU ici, mais également à Surulere, à Ménotin, à l'hôpital de zone de Calavi, mais également à l'hôpital d'instruction des armées du Kangezo. Donc ces malades sont en attente dans tous ces hôpitaux, mais seront pris en charge sur la dotation fournie par le ministère, par la CAME. Et donc tout le monde sera pris en charge comme il faut. Ici, au CNHU, c'est le service des urgences du professeur Souto qui aura le gros travail, parce qu'il faudra prendre en charge rapidement une vingtaine de brûlés graves, brûlés très 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 graves. C'est le bloc opératoire, et puis après le bloc, la réanimation. C'est des soins assez lourds pour lesquels l'équipe est prête. Et il n'y a pas moins de 10 chirurgiens présents dans ce service en ce moment, et pas moins de 4 réanimateurs qualifiés et une bonne dizaine de médecins en spécialisation en réanimation, plus le personnel de notre unité de traitement des grands brûlés qui existe, qui est efficace. Je crois qu'avec tout cela, on doit pouvoir prendre en charge ces patients. Cette fois-ci, nous n'oublions pas, parce qu'il y a un aspect que nous avons souvent oublié, c'est l'aspect psychologique. Demain, nous ferons appel à nos collègues des services de psychiatrie et de psychologie pour soutenir psychologiquement ces concitoyens qui sont dans un état de détresse grave, un état de choc très prononcé. Une forte mobilisation du corps médical et des autorités à divers niveaux dans un sursaut patriotique. On est en train depuis hier, je crois que c'est presque terminé, on vient de recevoir le dernier cas, on espère qu'il sera dernier. Nous avons des brûlures qui varient de 25 degrés à 60 degrés. On a eu un décès ce matin déjà. Actuellement, il nous reste à l'hôpital ici 11 brûlés. On va essayer de se battre parce que ce n'est pas facile. Ils sont brûlés sur de grandes surfaces et la décision dépendra des 72 heures qui arrivent. L'hôpital a donné une grande partie du matériel. La direction départementale de la santé a donné aussi une partie. Pour le moment, les parents n'ont rien donné encore comme moyen pour prendre les malades en charge. Même le plus grand hôpital du pays a montré ses limites. En cas de catastrophe, c'est toujours comme ça. On ne peut pas prévoir suffisamment de matériel pour tout le monde. Donc, ils sont par terre parce qu'on est en train de faire le décapage
Et au fur et à mesure, quand on finit le décapage, on les installe sur des lits. Tout à l'heure, au niveau du ministère, nous allons faire le point du matériel que nous avons dans les magasins pour essayer de ravitailler l'hôpital en lits et matelas. À l'unanimité, tout le monde s'accorde à saluer la promptitude et le dynamisme du corps médical qui a fait montre d'un sens élevé de patriotisme. Je voudrais profiter de cette occasion que vous m'offrez pour témoigner mes sentiments de solidarité et ma compassion à toute la population de Tory en général et aux familles éplorées en particulier. Et aussi m'acquitter d'un devoir de remerciement à l'endroit du préfet du département de l'Atlantique qui, en moins d'un quart d'heure, a réussi à mettre tout le gouvernement en état d'alerte. Parce que à peine 20 minutes après que je lui ai donné l'information, le jeudi vers 19h, on a appris que le ministre de la Santé même était sur pied au CNHU. Et il y est resté jusqu'à 3h du matin au moins. Puis le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Décentralisation, tout le monde est mobilisé. Je suis venu accompagné de mon collègue de la Santé qui était ici hier depuis toute la nuit. Et je suis venu constater, moi-même en tant que ministre de l'Intérieur, chargé de la prévention des catastrophes. Parce que nous estimons qu'avec une soixantaine de brûlés graves, que c'est une catastrophe. C'est pour cette raison que nous sommes venus voir et soutenir les responsables de l'hôpital et soutenir le ministère de la Santé pour les efforts qu'ils font. Pour faire face à cette épreuve du peuple béninois. À Tory, le conseil communal tient une session extraordinaire 2 jours après le drame pour mettre sur pied un comité de crise. Vous ne pouvez pas imaginer l'ambiance dans laquelle on a pu tenir le conseil extraordinaire pour mettre en place une cellule de crise par rapport au drame qui nous a frappés. C'est vrai, au-delà du stress, nous sommes remontés. Mais pour le moment, nous préférons nous occuper de ce qui est essentiel, quitte à régler après ce qui n'a pas fonctionné. Aux dernières nouvelles, le nombre de décès est passé à 15 avec la certitude que toutes les victimes n'ont pas pu être sauvées car tous ceux qui ont brûlé ne sont pas venus chercher de la farine de blé. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle. Une des victimes des flammes a eu la joie de donner naissance à un jeune garçon dans la nuit du lundi à mardi à Ouida. Une femme même admise à la maternité avec ses brûlures a accouché comme j'ai dit. Et les hommes âgés sont en chirurgie hospice et les deux enfants de la cohorte sont gardés au niveau de la pédiatrie. La tutelle a mis à notre disposition un montant qui nous permet quand même d'avoir les produits pharmaceutiques pour les malades, surtout les produits qui ne sont pas cédés dans notre pharmacie. On va en ville et on les achète. Et le préfet tout à l'heure était encore là et a rappelé que la prise en charge pour ces cas est une prise en charge totale et gratuite. Si bien que les quelques rares ordonnances que nous avons délivrées en début du sinistre, nous allons reprendre toutes ces ordonnances auprès des parents et on va les rembourser. Depuis la Chine, le chef de l'État suivait la situation. Dès sa descente, il a demandé la mise en place d'une commission d'enquête pour situer les responsabilités. Les derniers jours de mon séjour ont été pénibles en raison du drame qui s'est produit à Tory. Je suis resté accroché à mon téléphone tout le temps pour m'informer de l'évolution de la situation et donner mes recommandations nécessaires à la prise en charge rapide des victimes. Ce que j'ai à dire est que les responsables de cet accident n'ont pas fait leur travail selon
les minimums de précautions requis. Dans n'importe quel pays du monde, une telle opération aurait suscité la même tentation et la même ruée d'une certaine population vers les biens en destruction. Ce qui s'est passé était donc bien prévisible et aurait pu être évité. Les personnes en charge de cette opération sont donc coupables de négligence et de fautes graves. Elles devront en répondre aussi bien sur le plan administratif que pénal. Le drame de Tori n'a pas fini de révéler ses contours. Mais le plus important, c'est de tout faire pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais au Bénin.